Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Jérôme Molina, je suis le dirigeant d'Acoform, centre de formation. Et en fait, je vais avoir le plaisir d'animer à 2 voix puisque Laurence D'Amico, m'accompagne sur ce webinaire puisqu'on est, je dirais les 2 structures à développer, cette partie accompagnement donc à la formation en situation de travail. Donc Laurence D'Amico qui est dirigeante et consultante du cabinet Arteforma Consulting. Donc bienvenue sur ce webinaire. On a un objectif, hein, c'est de passer 1 heure ensemble, un petit peu moins maintenant, 58 minutes, hein, puisque le but qu'on a également, je sais qu'on a des Suisses, alors pas des chronomètres, mais effectivement des assureurs parmi nous, hein, donc c'est d'être, très précis, sur les horaires, donc on à 11h30, donc démarrage, enfin 11h32 et puis à 12:30, le webinaire se terminera. Donc 1 heure ensemble pour, vous donner quelques clés, plutôt que de clés même d'ailleurs, on va vous même livrer une caisse à outils, hein, puisque en formation de situation de travail, on va mettre les mains dans le cambouis, hein, pour, vous aider à réussir, vos futures formations de situation de travail et puis partager notre expérience. Hem, donc je vais laisser la parole à Laurence pour se présenter, puis on va lancer le webinar. Oui, alors bonjour à tous, Laurence D'Amico, donc effectivement, dirigeante d'Arteforma Consulting, essentiellement, axée sur, les projets qui se passent dans les entreprises, pour accompagner les entreprises, dans leur démarche de, formation interne et puis évidemment avec, ce nouveau dispositif qu'on vous présente aujourd'hui. Nouveau parce qu'il date de 2019, c'est quand même pas très ancien, qui est l'action de formation en situation de travail. Exactement, hein, puisque dans la formation professionnelle, c'est vrai que la dimension 2019 est quand même plutôt récente dans le dispositif. Donc, allez, première action, puisqu'on vous a promis un webinar, interactif, vous avez dans le chat conversation, un lien vers un formulaire, un questionnaire. Vous avez 3 questions. On va vous proposer dans un premier temps de répondre à ces 3 questions. Donc elles sont anonymes, hein, le but du jeu, c'est effectivement de répondre de manière spontanée sur ce que vous pensez être la bonne réponse. On procédera avec Laurence à un débriefing de ces 3 questions. Je vais consulter pendant que vous complétez pour savoir si vous êtes allé au bout. Alors pour l'instant, j'ai 2 réponses. 4 réponses. Hop, 5 réponses. Allez, un petit effort. Quelqu'un qui arrive. Eli Elisa, bienvenue Elisa. Bonjour. 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 Allez, vous avez un petit questionnaire, mais ce que je vous propose, c'est plutôt de passer au débriefing. Voilà, donc on a les réponses. Donc on va afficher donc les résultats, le débriefing. Donc je vais peut-être laisser donc dans un premier temps, Laurence débriefer. Donc vous avez les bonnes réponses et puis, surtout ce qui est important, c'est de vous donner effectivement peut-être un éclairage sur ce positionnement par rapport à ces questions. Alors par rapport à la première question, évidemment, c'était, un peu, notre questionnaire était un petit peu tordu parce que d'habitude, quand on forme, on a pour but de développer des compétences, hein, alors Mmh. qui peuvent être
individuel si la personne elle a envie de se former sur une certification, collective si l'entreprise a envie de développer des compétences. Mais en réalité, la FEST, et c'est ça qui fait sa nouveauté, elle n'a pas pour but de développer les compétences. Développer les compétences, c'est un moyen pour atteindre un objectif professionnel. Donc, c'est exactement la particularité de la FEST qui est d'orienter en fait la formation vers le caractère opérationnel des postes et le fait de pouvoir surmonter certaines difficultés que l'on a quand on rentre dans un poste, quand on a une montée en compétences à faire. Pour le 2, la formation interne, c'est de la formation en situation de travail. Évidemment, en général, on croit que c'est la même chose puisqu'on a l'habitude en fait de former dans les entreprises, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a toute une méthodologie, un état d'esprit de la formation en situation de travail qui fait que c'est bien différent et on va essayer de vous expliquer pourquoi de la formation interne. Et enfin, évidemment, pour la FEST, oui, ces 3 réponses étaient positives. Pourquoi? Parce qu'on forme sur le poste de travail, c'est ça qui fait la nouveauté. Jusqu'à présent, on formait en dehors du poste. Là, c'est vraiment l'idée que c'est en travaillant qu'on apprend. Il y a évidemment des formations internes, puisqu'il peut y avoir aussi du multimodal, c'est-à-dire qu'on va faire une première partie dans l'entreprise, en dehors du poste, et puis ensuite on va être sur le poste. Et j'ai plus la 3e sous les yeux, mais c'est pas grave, c'était aussi ça. On doit fourcher. Et on doit partir du travail. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Exactement. Donc en fait, par rapport à vos attentes, vous êtes nombreux à être plutôt au début. C'est pour ça qu'on a souhaité également vous faire participer à travers quelques quiz, puisque la plupart d'entre vous sont plutôt au début et attendent de ce webinaire plutôt de découvrir, plutôt de comment mettre en place, comment cadrer, et puis bien sûr avoir un échange de bonnes pratiques et d'expériences par rapport à ce qu'on a pu nous mettre en place avec nos clients. Donc je laisse, alors cette première partie, c'est Laurence qui va la traiter. Donc je serai son bouton poussoir. Donc je démarre peut-être par appui, ou tu souhaites peut-être faire une petite introduction? Alors, sur l'introduction, on peut dire, alors je ne sais pas si vous connaissez cette action, alors action de formation en situation de travail, qui veut dire qu'effectivement, c'est reconnu par la loi dans le fait où l'entreprise peut très bien former, faire reconnaître ses formations sans passer par un organisme de formation. C'est ce qui va faire toute la différence et trouver des financements, évidemment, qui vont avec cette action de formation en situation de travail. En fait, on demande à l'entreprise de se substituer, on va dire, un petit peu à l'organisme de formation pour être partie prenante de la formation. Alors jusqu'à présent, les entreprises, elles le font, mais ce n'était pas formalisé, ni reconnu, ni financé. Or là, précisément, depuis la loi de 2019, nous pouvons, on va dire, mettre en œuvre les actions de formation en situation de travail, et c'est l'entreprise qui les porte. Eh bien, écoute, on va développer du coup quels sont les 5 fondamentaux, puisque l'objectif pour vous, c'est de découvrir quels sont les éléments fondamentaux de cette formation en situation de travail. Donc, premier élément, l'analyse du travail. Alors, l'analyse du travail, c'est le point de départ et le fil rouge de toute l'action de formation en situation de travail. C'est-à-dire tout va être construit à partir de l'analyse du travail et c'est l'analyse du travail qui va nous permettre d'identifier les compétences à développer. Le point rouge, c'est la finalité, en un sens. On va développer des compétences pour que les personnes sur leur poste puissent être opérationnelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par distinguer ce qu'on appelle le travail prescrit, c'est-à-dire qu'en général, quand on est sur un poste, on a des consignes, et ces consignes, avec des tâches à mettre en œuvre, ces consignes, elles sont formalisées. En réalité, quand on est sur son poste, même si on connaît les consignes, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on nous demande de faire. Donc, il y a un écart entre ce qu'on nous demande de faire et puis ce qu'on fait en réalité. C'est sur cet écart qu'on va travailler. Le but, c'est de faire en sorte que le travail réel, ce que l'on fait quand on est sur un poste de travail, rejoigne le travail prescrit, ce que l'on vise. Donc, on va former à partir du travail, puisqu'on va considérer, et d'ailleurs, je pense que c'est le cas de tous autour de cette table, c'est qu'on apprend en travaillant. Bien souvent, on est allé à l'école, bien souvent, on a appris des choses, mais la meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre quand on est au travail. Pourquoi? Parce qu'on a des problématiques à régler, parce qu'on a des choses à faire et qu'on ne parvient pas à faire, parce qu'on a des tâches complexes qui nous demandent de nous
sortir un petit peu de notre zone de confort, d'être un peu inventif. Et donc, on appelle ça des situations de travail apprenantes. Alors évidemment, sur notre poste, et j'imagine que c'est le cas pour vous, il y a des choses que l'on fait de manière un peu routinière, qui ne nous demandent pas beaucoup d'efforts. Et pour ça, on a la possibilité, évidemment, de le faire sans apprendre. Mais certaines situations sont apprenantes et c'est celles-là qu'on va repérer comme étant les situations sur lesquelles on va construire notre parcours. On va s'attarder sur les activités les plus complexes parce que ce qui est facile, on doit simplement obéir, ce qui est facile à faire, on n'a pas besoin de s'attarder dessus et construire un référentiel de compétences qui sont liées à ces activités. Oui. Alors je coupe simplement, une petite seconde Laurence. Donc par rapport aux présentations, et aux différents diapos qu'on présente, n'hésitez pas à utiliser la partie conversation pour poser des questions en direct, hein, comme ça donc, soit en complément, on pourra tout de suite intégrer ces questions, soit on le fera effectivement plutôt à la fin, hein, en fonction du timing puisque je suis le gardien du temps, hein, donc c'est moi qui ai le chrono. J'enchaîne peut-être sur la deuxième. C'est bon, tu peux y aller. Allez, le positionnement. Ce qui va aussi être déterminant, c'est le positionnement. Qu'est-ce qu'on appelle un positionnement dans la formation? C'est où en est la personne quand on commence ou quand on démarre la formation. Et jusqu'à présent, on faisait un petit positionnement, ça nous permettait de voir un petit peu si on était en accord avec le plan de formation. Là, ce n'est pas du tout comme ça qu'on va utiliser positionnement. Le positionnement, il se fait en situation de travail et il va nous permettre de fixer des objectifs clairs qui vont en fait améliorer notre parcours de formation pour qu'il soit individualisé. Donc, en fait, le positionnement, c'est presque une évaluation en démarrage, nous permettant de cibler les compétences et les situations de travail qui vont permettre à la personne d'être opérationnelle sur son poste. C'est ça le but. On réduit la formation à ce qui est strictement nécessaire. On peut passer, je pense. Ça y est, formateur, normalement, désignation. Ce qui est important aussi, c'est un point fondamental, c'est le rôle des formateurs. Un formateur, habituellement, qui peut être un expert terrain, il transmet. Il transmet quoi? Ce qu'il sait faire. En réalité, il essaye de transmettre du savoir et du savoir-faire à la personne qui vient se former. Or, ici, dans la formation en situation de travail, ce n'est pas le formateur qui va permettre de développer un apprentissage, c'est la situation de travail. Donc, le formateur va jouer un autre rôle, bien sûr qu'il va transmettre, bien sûr, mais ça ne suffira pas pour faire de la formation en situation de travail. Il va surtout accompagner. Alors, accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire plutôt que montrer. Ça veut dire faire dire plutôt que dire, c'est-à-dire en fait la personne qui est sur son poste doit énoncer les difficultés qu'elle rencontre, etc. C'est ce qu'on appelle, alors avec un bien grand mot, la réflexivité. Et puis, il est là pour mettre en situation, c'est-à-dire faire un petit scénario et mettre en situation la personne sur ce qu'il considère, lui, le formateur, comme étant le plus difficile. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on le dit qu'on sait le faire. Et donc, c'est bien là où on va repérer, en fait, l'accompagnement. La pédagogie, elle est fondée, on le voit bien, sur le fait que on apprend en faisant, on apprend par l'expérience, on apprend par l'erreur. Et effectivement, le formateur, lui, va être un passeur. Non pas il va dire ce qu'il faut faire, mais il va observer la personne en train de faire et la guider pour qu'elle puisse développer ses propres stratégies pour être opérationnelle sur son poste. N'hésitez pas à intervenir si vous n'avez pas bien compris ce que je dis. Pour l'instant, pas une question effectivement, mais comme on a un quiz, une question du quiz qui est prévue, je n'ai pas donné la réponse. Ok, alors. Donc tu peux enchaîner. La partie la plus difficile et qui fait penser souvent que la formation en situation de travail est une usine à gaz, c'est qu'il va falloir formaliser un parcours. Je sais que dans les entreprises, on n'a pas toujours l'habitude de formaliser des parcours, c'est-à-dire on met les personnes sur leur poste et puis on essaie de les accompagner, mais ce n'est pas formalisé. Or là, c'est bien ce qui fait la
particularité de la FEST, il y a bien une formalisation du parcours, c'est un vrai parcours de formation et ce parcours va être formalisé d'une certaine façon, c'est-à-dire on ne va pas prendre un référentiel par exemple du métier, je parle de la maroquinerie parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans la maroquinerie, on ne va pas prendre un référentiel d'un titre pour dire, ben voilà, on va appliquer toutes les compétences et on va les mettre en œuvre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est nous-mêmes qui créons le référentiel à partir de l'analyse du poste, à partir du positionnement et à partir des situations de travail que l'on rencontre. Par exemple, si je dois faire un sac, sur un certain sac, il va y avoir des difficultés particulières. Et bien, je vais mettre l'accent sur ces difficultés et mon plan de formation va prendre en compte et va, on va dire, se construire autour de ces situations de travail. C'est ce qui fait toute la différence. En fait, au lieu de construire, on va dire, de formaliser un plan de formation avec du contenu, on va formaliser en fait plutôt des scénarios qui vont permettre à la personne, quand elle est sur son poste, d'apprendre. C'est ça toute la différence. Alors, ça paraît difficile, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de choses à faire que de construire tout un plan de formation. Et derniers fondamentaux, l'évaluation. Alors, l'évaluation est très importante et ça change les évaluations que l'on fait quotidiennement quand on fait de la formation. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir si la personne, elle sait faire ou si elle sait. On va voir plutôt si elle sait agir en situation. Et ça change tout. Ce qui va être très important, c'est la manière dont la personne, elle a pu transférer, en fait, c'est ça, c'est la notion de transfert, c'est-à-dire comment elle va, à partir du savoir-faire qu'elle a, pouvoir le transférer sur son poste. Et ça, c'est, voilà, ce qui va être évalué, c'est ça. C'est pas simplement, elle a acquis des compétences, mais elle est performante sur son poste. C'est-à-dire qu'elle sait elle-même trouver les stratégies, c'est-à-dire qu'elle agit elle-même sur son poste pour être efficace. Donc, en fait, c'est voilà, le but, c'est d'évaluer si la personne, elle sait agir en situation de travail et pas seulement si elle sait ou si elle sait faire. Ça, c'est le point important. Et puis, quand on n'évalue pas avec un quiz. On va évaluer en situation de travail, là encore. C'est-à-dire, on va observer ce que la personne fait sur son poste. C'est une observation, et cette observation va évidemment faire l'objet d'une discussion qu'on appelle un entretien réflexif, dans lequel la personne, elle va prendre conscience de ce qu'elle fait, que ça correspond pas tout à fait aux attentes, et tout ça, ça va être la personne elle-même qui va, quand elle va raconter ce qu'elle a fait, prendre conscience de tout ça. Et évidemment, l'objectif de l'évaluation, ce n'est pas acquis, non acquis au niveau des compétences, mais est-ce que l'objectif professionnel que l'on s'est fixé est atteint, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour moi que la personne soit opérationnelle sur son poste? Elle doit être capable de, et à ce moment-là, on le vérifie sur le poste de travail. Vous voyez, tout est fait dans la pratique. Il n'y a plus vraiment de théorie au sens où on va dire, voilà, elle sait telle compétence, telle compétence, telle compétence. Très bien. On a terminé sur cette première partie. Alors, les points qu'on a identifiés, en tout cas qui ont été présentés comme les fondamentaux, sont également les points, en fait, qui sont des points en cas de contrôle qui seront vérifiés par la DREETS, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la formation en situation de travail, c'est pas la formation sur le tas, hein. Ça veut dire qu'effectivement, en cas de contrôle, tous les points qu'on a listés qui sont des points sur les fondamentaux, c'est également le cadre juridique, hein. Certains d'entre vous m'ont posé la question sur quels sont les éléments juridiques. Les éléments juridiques effectivement de la FEST, c'est exactement les points qu'on a soulevés juste avant, hein, donc c'est des points qui sont très importants. Donc moi je vais prendre la suite sur les 5 étapes clés. Donc comme je suis le gardien du temps, je vais accélérer un petit peu sur cette partie-là, puisque l'objectif aussi c'est d'être sur aussi des questions-réponses. Donc pas d'AFEST sans process, hein. L'AFEST également est un process, et ça tombe bien puisque dans beaucoup d'entreprises, on est aujourd'hui vraiment dans les process. Donc qu'est-ce qu'on fait avant? Qu'est-ce qu'on fait pendant? Qu'est-ce qu'on fait après? Donc j'ai identifié, voilà, 5 étapes clés pour réussir votre déploiement d'AFEST. Première étape, et qui était importante, c'est l'étude d'opportunité et du besoin. Hein, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, comme le disait donc Laurence, on est sur un métier, on est sur un poste.
Donc il va falloir dans un premier temps, identifier bien sûr ce poste, mais je dirais avant de l'identifier, ce qui va être surtout important, c'est, d'identifier, je dirais, le cadre de référence de l'entreprise. On parle d'entreprise apprenante. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette entreprise, on souhaite concilier la production et la montée en compétences des collaborateurs? Est-ce qu'on peut aménager est-ce qu'on peut organiser le temps de travail? C'est pas toujours évident. Est-ce qu'on est prêt à perdre du temps pour former? Pour former bien sûr les apprenants, les futurs stagiaires, les futurs collaborateurs, mais aussi pour former, des personnes ressources. On le verra un petit peu plus tard aussi sur certaines étapes, mais le formateur, mais également le référent sont des personnes qu'il va falloir, former. On en parlera juste après. Un point important également sur cette étude de faisabilité, c'est vrai que, d'opportunité, pardon, la faisabilité, c'est juste après, c'est les 5 droits de la FEST, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui la FEST, c'est le droit de savoir, c'est le droit de recommencer, c'est le droit de se tromper. Donc est-ce qu'on permet le droit à l'erreur également sur ce métier ou sur ce poste? Bon, il y a des métiers où le droit à l'erreur est un petit peu compliqué, hein. Je sais que dans la maroquinerie, les matières d'œuvre, les ti hein, sont très, très chères, donc ça veut dire qu'il y a des éléments qu'il faut intégrer et qu'il faut préparer par rapport à la formation. Deuxième étape, la faisabilité. Donc, il faut réaliser et c'est ce qu'on propose nous d'ailleurs, on en parlera sur la conclusion. On a la possibilité pardon, de vous proposer sans engagement de bénéficier d'une vision extérieure où on va, étudier, réaliser une cartographie, aujourd'hui du poste à former, du ou des postes à former, des activités qui seront à réaliser, puisque ça permet déjà de voir, c'est ce que présentait à l'instant, Laurence, quelles sont peut-être les situations de travail qui sont les plus importantes, les plus complexes et sur lesquelles va s'appuyer la formation. On va également bien sûr identifier, c'est là où on se rapproche aussi tout à l'heure certains d'entre vous et vous étiez, une bonne majorité à dire que la formation interne, c'était de la formation à FEST, hein, dans vos résultats de questionnaire. Donc on va, également voir s'il y a déjà des formateurs qui ont été formés, hein, puisque, s'ils sont formés, on le verra, le fait d'acquérir des compétences de formateur à FEST, je dirais, voilà, c'est un détail, hein, c'est entre guillemets quelque chose de complémentaire. Alors que si on n'a aucun formateur, il faut commencer par déjà former ces formateurs et donc c'est quelque chose qui prend un petit peu plus de temps. Bien sûr, réaliser, tout ce qui est réalisation de positionnement et d'évaluation, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est souvent quelque chose qui est, en général, pas souvent fait en entreprise, hein. C'est-à-dire qu'on conçoit des parcours de formation, on conçoit des formations. Par contre, souvent, on ne positionne pas, c'est-à-dire qu'à l'entrée, on ne fait pas de bilan ou d'auto-évaluation, on en parlera, ça peut être aussi chose qui est intéressante, ce qu'on appelle l'auto-positionnement. On parlera de l'implication un petit peu plus tard de l'apprenant, mais en tout cas, l'évaluation, c'est souvent quelque chose qu'on ne fait pas. Et bien sûr, la présence de ressources pédagogiques. Est-ce que dans l'entreprise, il y a déjà des ressources? Certaines entreprises ont des tutos, ont mis en place effectivement des vidéos, ont mis en place des documents techniques. Donc c'est vrai que quand l'entreprise a déjà des documents, eh bien c'est vrai que la dimension de faisabilité va être un petit peu plus facile que lorsqu'on part effectivement, de rien du tout, hein. Donc ça peut être un point qui peut être important. Troisième étape, le séquençage. Heu oublier de programmer, c'est se préparer à l'échec. C'est vrai que la FEST est il y a une intention, de former. Donc on va bien sûr se poser la question sur quels sont les objectifs professionnels du parcours, quels sont les modules qu'on va proposer. On en a parlé un tout petit peu, on en parlera un peu plus avec un cas client qu'on va vous présenter avec Laurence. On parle aujourd'hui de multimodalité, c'est-à-dire qu'un parcours de formation en situation de travail, il peut intégrer bien sûr des situations de travail, mais il peut intégrer aussi des modules théoriques, il peut intégrer des modules pratiques. Et le travail qu'on va faire, on va dire, dans l'ingénierie, ça va être de créer une articulation, des enchaînements au niveau des modules. C'est ce qu'on appelle aussi d'un point de vue un petit peu technique, une progression pédagogique. Hem, il n'est pas toujours, il est pas toujours évident, hein, quand on crée un parcours, souvent on se dit: «Ben, tiens, chronologiquement, il y a des tâches, il y a ces tâches à faire d'abord». Le travail pédagogique, c'est de se poser la question si elles sont pas trop complexes. Il y a aussi du travail de développement de compétences, enfin, en tout cas de confiance, des apprenants et dans certains cas, la pédagogie va être de peut-être de sélectionner dans un premier temps des tâches simples, avant d'avoir des tâches un peu plus complexes sur lequel on va accompagner, les stagiaires ou les apprenants, hein. Dernier point, la formalisation. C'est vrai que c'est un élément essentiel et un facteur clé de succès, hein, de bien identifier, de créer un planning, de créer un programme, puisque c'est peut-être aussi quelque chose et on le verra notamment avec un pilote qui peut être intéressant pour animer tout ça, important de programmer, hein, puisque c'est aussi quelque chose dans certains cas qui manque en entreprise dans la réalisation de certaines formations. Parlons du pilote, hein. Y a-t-il un pilote? C'est vrai que l'animation d'un parcours, c'est un élément également très important.
La FEST, on pourra en parler si vous voulez en questions-réponses ou sur des supports qu'on pourra vous transmettre. Il y a des enjeux importants de communication puisque c'est au niveau du collectif travail, c'est quelque chose qui met du lien, qui crée du lien, hein. Aujourd'hui, donner les moyens, de former bien sûr sur des parcours d'intégration, mais pas que, puisque la FEST, c'est aussi possibilité d'accompagner de la mobilité professionnelle interne et c'est vrai que, ben, développer la communication autour de ce sujet est intéressant. Mettre en place un suivi également, hein. C'est vrai que s'il n'y a pas de suivi, un élément important, bien sûr, c'est cette réflexivité. On va en parler, Laurence en parlera tout de suite après. Cette notion de réflexivité nécessite quand même de s'assurer en tant que pilote, en tant que responsable effectivement, du suivi de ce parcours. Ce responsable peut être quelqu'un de la formation en interne, ça peut être effectivement, quelqu'un au niveau du service des ressources humaines, ça peut être un responsable technique et cetera. Mais en tout cas, importance de mettre en place une fréquence de suivi pour s'assurer, notamment du 3e point qui va être la traçabilité puisque, l'intérêt de la formation en situation de travail, c'est qu'on ne demande pas des feuilles de présence. Par contre, bah, il va falloir effectivement, prouver puisque qu'est-ce qui fait la différence entre un parcours à FEST et une formation sur le tas? Bah, c'est cette dimension de suivi mise en place où on va, mettre en place un accompagnement à travers cette réflexivité que moi j'appelle aussi un petit peu coaching, accompagnement où on va accompagner ses collaborateurs dans certaines situations de travail. Dernier point, prendre le temps du bilan. C'est souvent d'ailleurs quelque chose qu'on coupe, hein. On est souvent dans l'action d'entreprise, une action de formation en appelle une autre et dans certains cas, ben, on ne prend pas le temps de faire ce bilan obligatoire. Donc on est sur une démarche quand même d'apprendre en faisant pardon et on forme, bah, en faisant. Donc c'est important également, je dirais de prendre le temps à la fin de l'évaluation bien sûr du parcours, qui va être un point important. Il y a aussi une notion qui est très intéressante et qui plaît aux entreprises parce que quand on forme, souvent la question qu'on a, c'est: «OK, mais moi je ne sais pas combien de temps, tiens, pour apprendre, pour maîtriser cette situation de travail, je ne sais pas exactement combien de temps il faut. Est-ce que je mets 14 heures? Est-ce que je mets 20 heures?» Et il y a une nouvelle notion qui est apparue avec la situation de travail qui s'appelle le nombre d'heures estimées prescrites, hein. C'est une notion effectivement qui est très intéressante et qui permet, entre guillemets, de créer un module. Si je dis par exemple: «Tiens, pour maîtriser telle situation, il me faut 14 heures. Et bien, à la fin, si cette personne a mis que 10 heures ou que 7 heures, je ne suis pas obligé de faire 14 heures parce que c'est vrai que c'est un peu ce qui est un petit peu contraignant dans la formation en interne, c'est quand on définit des modules, il faut à tout prix, si on a mis tant d'heures sur tel module, il faut avoir fait 16 heures. Sinon, on a des soucis effectivement avec son financeur, ce qui n'est plus le cas avec la formation en situation de travail. Par contre, ça nécessite de l'évaluer parce que combien on a mis d'heures, on s'apercevra que peut-être qu'il faut ajuster. La prochaine fois, il faudra en mettre un petit peu moins, un petit peu plus. Donc ça, c'est quand même une vraie souplesse et qui peut être intéressante à évaluer à la fin du parcours. Évaluation également de la satisfaction des apprenants, des formateurs ou du formateur, des référents. Important d'avoir ces retours d'expérience qui vont permettre également l'amélioration continue, hein. Dans beaucoup d'entreprises, ça se met en place, c'est bien sûr très présent. Et bien, elle est aussi présente au niveau de la situation de travail à la fin des parcours. Voilà pour ma partie. Je ne sais pas, Laurence, s'il y a eu des questions qui se sont remontées? Non, pas de. Non. C'est que j'ai été clair. Bon, c'est en général pas tr en fin de semaine, pas très souvent le cas, mais bon. Ce que je vous propose avant d'enchaîner sur la dernière partie, je dirais de présentation avant d'être sur, plutôt la partie questions-réponses, c'est de j'ai dû vous mettre j'ai pris un petit peu d'avance tout à l'heure, j'ai appuyé sur envoyer et vous avez dû recevoir, toutes et tous, un lien vers le questionnaire numéro 2. Ce questionnaire numéro 2 vous propose également 3 questions, donc je vais vous proposer de pour ceux qui l'ont Pardon, moi je l'ai pas, le pas. ah vous l'avez questionnaire numéro 2. ah vous l'avez pas? Je vais le renvoyer alors. C'est qu'il est peut-être pas bien parti. Merci. Hop, voilà. En fait non, j'avais pas appuyé, il était en attente. Donc j'ai bien fait parce que sinon vous l'auriez peut-être complété en même temps, donc c'est assez difficile de faire 2 choses en même temps. Donc là, vous venez normalement tous de le recevoir dans dans la partie conversation. Donc même chose que tout à l'heure, même process, 3 questions et une fois que vous avez répondu à ces 3 questions, avec Laurence, on va débriefer. Ouh là!
Allez, on vous laisse quelques instants. Pour l'instant, j'ai 3 réponses. Alors effectivement, ceux qui partagent un seul écran ont un seul lien, donc il faut se débrouiller. Il faut faire ça en collectif. Allez, encore quelques petites secondes et puis on va vous proposer donc, le débriefing de ce deuxième quiz et d'enchaîner sur la dernière partie. Il y a 2 questions hein, qui sont arrivées sur les Oui, vas-y. financeurs. Hein, et on répond sur les financeurs, acceptent-ils l'aléa des heures pour financer l'Alfest et le duo formateur-tuteur est-il indispensable? Je vais répondre à la question 2 et la question 1, je la laisse pour la fin. Oui. On y répondra. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe sur le débriefing. Donc, je te laisse peut-être le débriefer, Laurence. Donc, apprendre avec la fesse, c'est évidemment pas imiter ce que fait l'expert métier. Ça, c'est une façon de former, mais ce n'est pas la façon de former de la FEST. Ce n'est pas non plus apprendre par cœur les consignes à appliquer sur son poste, ce que j'ai dit tout à l'heure, que s'il y a savoir et savoir-faire, ce n'est pas ce qui est visé par la FEST. Ça peut exister, ça s'appelle des ressources que l'on va mettre à disposition de l'apprenant, mais ce n'est pas ce qui va être mis en avant dans le cadre de la FEST. Donc, ce qui est mis en avant dans le cadre de la FEST, ce n'est pas évidemment non plus de réaliser son activité sans erreur, parce qu'on a le droit à l'erreur et ça fait même partie d'une prescription pédagogique, mais le but, c'est bien de trouver ses propres stratégies d'action, c'est-à-dire entre ce que l'on me demande de faire et ce que moi, ma personnalité, mon expérience m'a appris à faire, je vais trouver des stratégies pour être opérationnel. Pour la 2, l'avantage de mettre en place une AFEST pour l'organisation, évidemment, c'est tout ça, et c'est pour ça qu'on croit, nous, à la FEST, c'est à la fois réussir l'intégration des nouveaux collaborateurs, puisqu'on va les accompagner pour qu'ils appréhendent leur poste, faire des économies de temps et de moyens. Pourquoi? Parce que c'est l'entreprise elle-même qui forme, et puis on réduit au minimum le temps de formation, et c'est améliorer sa marque employeur, parce qu'évidemment, on prend en charge les collaborateurs qui sont accompagnés, et donc on va aussi mettre en avant, puisque certains qui sont des experts métiers vont être là pour transmettre leurs compétences d'une certaine façon. Et puis, évidemment, ce sont les premiers pas pour que l'entreprise se professionnalise dans la formation et éventuellement crée des écoles, devienne un organisme de formation. Et la FEST est-il réservée à certains métiers? Là, donc, on répond à la question qui était posée tout à l'heure. Évidemment, non. On croit que les seuls métiers que l'on peut développer par la FEST, c'est des métiers de production, mais non, il y a plein d'autres métiers. On a formé aussi sur de la vente, on forme sur… Dès lors que de toute façon, quand on travaille, on rencontre des problématiques, alors la FEST est pertinente. Vous le verrez à travers, d'ailleurs, on aura cet échange à travers quelques expériences depuis 2019. Vous verrez voilà, la variété des secteurs d'activité, des métiers. Alors, on termine donc cette partie présentation, je dirais, avec la partie bonne pratique. Donc, je laisse Laurence présenter les 2 premiers points, puis on aura un point en commun sur un cas client qu'on partagera avec vous. Donc, on revient sur la posture du formateur terrain. Le formateur terrain, évidemment, c'est celui qui a certaines appétences à transmettre et il va bien, lui, avoir un certain savoir et un savoir-faire, des techniques, des tactiques. Puisqu'il est lui-même opérationnel et reconnu en tant que tel. Il faut simplement qu'il prenne en compte que cette transmission ne doit pas se faire de « tu dois faire ça et fais comme je fais », mais doit au contraire, on va dire, accompagner la personne. Il va utiliser ce qu'il sait et ce qu'il sait faire comme des ressources, c'est-à-dire qu'il va aider la personne en lui disant « tu vois, tu pourrais agir comme ça ». Mais le but, ce n'est pas d'imiter ce que fait le formateur, le but, c'est que la personne soit partie prenante de son apprentissage, en un sens, et trouve elle-même de quoi répondre à ce qu'on lui demande. Donc, le rôle de formateur, c'est plutôt d'accompagner comment? Bien, en questionnant,
en reformulant ce que lui dit l'apprenant, c'est-à-dire les problématiques qu'il rencontre, pourquoi il n'y arrive pas, etc., en écoutant, en donnant des conseils, en, on va dire, le guidant vers les ressources et évidemment en observant ce qu'il fait en situation de travail. La posture n'est pas tout à fait la même. C'est vrai, ce qu'on peut dire par rapport à une question qui était posée, c'est qu'aujourd'hui, on parle de formateur terrain. C'est vrai qu'il peut avoir d'autres noms, hein. Il peut être effectivement tuteur terrain, il peut être accompagnateur terrain, facilitateur terrain. Donc voilà, il peut avoir différents noms en fonction des structures, hein. Le tuteur et le formateur, c'est la même chose. Ce qui peut être nécessaire, c'est d'avoir un référent, c'est-à-dire celui qui connaît bien en fait le dispositif pour s'assurer du point de vue, effectivement, s'il y a des financements, des financeurs, etc., que le cadre réglementaire est respecté. Le référent, il sert à ça. On parlera d'ailleurs du financement dans les questions-réponses, hein. Donc on enchaîne sur le point numéro 2. Réflexivité. Alors, la réflexivité, ça vous paraît être un grand mot. Ce n'est pas si compliqué que ça. La réflexivité, c'est simplement que quand je travaille, eh bien, je dois prendre conscience de la manière dont je travaille. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. On agit dans l'urgence. Il y a des ratés, il y a des erreurs que je vais faire. Et donc, du coup, il faut que j'en prenne conscience. Et pour en prendre conscience, il faut un peu de temps. C'est-à-dire, la réflexivité, c'est comme je regarde ce que je fais. Et en fait, ce qu'on doit mettre en avant quand on est formateur, c'est cette place-là qui va nous permettre de changer un peu notre manière de penser et notre manière d'agir quand on travaille. C'est ça le but. Donc pour la formation, c'est de développer une capacité de mieux agir. Pourquoi? Parce que je vais apprendre à réfléchir à ce que je fais. Pour le formateur, ça va lui permettre de comprendre comment l'apprenant finalement appréhende son poste, quelle stratégie, comment il a compris, comment il interprète la réalité, parce que bien souvent on interprète mal et c'est ce qui fait qu'on agit mal. Et puis pour le collaborateur, celui qui apprend, lui-même, il va apprendre en réfléchissant, puisqu'il va prendre conscience des stratégies d'action. Alors c'est vrai que ce positionnement, petit aparté, ce positionnement, il peut être un peu nouveau sur certains formateurs terrain qui sont plus là pour évaluer, hein, tu as bien fait, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et c'est vrai que cette notion de réflexivité, c'est une démarche effectivement d'ailleurs qui a fait l'objet d'une expérimentation, hein, avant la loi qui l'a instaurée comme étant une modalité de formation interne, ou une modalité de formation, je dirais, proposée par des centres de formation. Et cette réflexivité, voilà, c'est quand on la présente souvent d'ailleurs, Laurence ou moi, souvent on essaye de la vulgariser parce que c'est vrai qu'elle fait un petit peu, voilà, c'est un peu un bloc, hein, et souvent j'apporte la notion plus coaching, qui est un peu plus sportif, hein, où c'est pareil dans l'accompagnement, d'un sportif ou d'une équipe. Il y a cette dimension, voilà, de réflexivité, d'étudier ce qu'on a fait, comment on l'a fait, de se poser des questions, qui est une compétence nouvelle en tout cas, et le garant également de la démarche. Donc c'est pour ça que c'est un point important puisque s'il n'y a pas de réflexivité, il n'y aura pas d'AFEST. Donc en cas de contrôle, la DRETS pourra retoquer, le dispositif en indiquant que c'est pas une formation AFEST, hein. Je ne sais pas si là-dessus tu as un complément à donner, Laurence, avant que Oui, j'appuie sur suivant. quand on accompagne les formateurs, on met l'accent, hein, sur la réflexivité parce que c'est ce dont on a le moins l'habitude de faire quand on est formateur dans une entreprise. Exactement. Quelque chose qui est formidable dans la FEST, c'est que quelqu'un qui apprend avec la FEST ne peut pas ne pas être moteur de son apprentissage. Ce n'est absolument pas possible puisqu'on va axer l'apprentissage sur des situations de travail où il va devoir agir sans filet. Et comme il doit agir sans filet, il s'agit en fait il va être obligé, on va dire, en tant qu'individu, de mettre un peu du sien dans ce qu'on lui demande de faire. C'est pas comme quand on est en cours ou quand on est dans une formation, bon, on est tranquille derrière son écran éventuellement, ou on fait peut-être un peu autre chose. Là, c'est absolument impossible, parce qu'on apprend en travaillant, et quand on travaille, on est obligé d'être là où on est. Donc là, c'est un point important de l'implication et de l'engagement de l'apprenant. Cette implication et cet engagement va être formalisé évidemment avec ce qu'on appelle un contrat d'objectif,
ou habituellement on appelle ça le plan individuel de formation, qui permet à chacun de, on va dire, voilà ce que je vais mettre en œuvre dans la formation, pourquoi je vais apprendre quand je travaille. C'est quelque chose qui n'est pas toujours bien compris par les gens qui sont formés, parce qu'ils se disent, soit je travaille, soit j'apprends. Eh bien non, là, je travaille et en même temps j'apprends. C'est bien un temps de formation qui est en même temps un temps de production. Et c'est ça qui est très important à comprendre dans la formation en situation de travail et qui fait qu'il y a une implication de l'apprenant. Alors évidemment, cette implication, elle va être entourée puisqu'on va faire des feedbacks réguliers avec la réflexivité, puisqu'on va faire un programme qui va mettre de plus en plus de complexité dans les tâches, qui vont faire que la personne, elle va suivre un chemin, on va dire, pour être de plus en plus autonome sur son poste. Alors, ce qui est aussi important là-dessus, c'est que tout à l'heure, je parlais des droits, hein, puisque je parlais effectivement du droit de se tromper, du droit de faire différemment, etc. Effectivement, il y a une notion également de droit et devoir, et ça, c'est un point aussi important, et qui est d'ailleurs formalisé dans le contrat d'objectif, hein, dans ce fameux PIF, protocole individuel de formation, où c'est important de tracer, de formaliser quels sont les droits, bien sûr, de l'apprenant, mais également quels sont ses devoirs, hein, en termes d'implication et de formalisation de cette implication. Un point important, c'est que ce contrat, il est signé, hein, par les parties, hein, donc il est signé par le référent ou le responsable des ressources humaines, hein, si c'est lui ou le responsable formation, et également par l'apprenant, donc le stagiaire, le salarié. Donc ça, c'est un point important. Il y a une formalisation qui donne aussi de la valeur, puisque souvent, hein, la formation interne manque un peu de valeur, puisque, pour beaucoup, il y a des formations importantes qui se font, mais comme elle n'est pas valorisée, comme il n'y a pas de signature, comme elle est pas formalisée, ça lui donne moins de valeur. Donc c'est vrai que ça a aussi cette dimension de lui donner plus de valeur. Donc on va partager avec vous un cas client, puisque c'est important en termes de retour d'expérience de vous donner, voilà, quelques retours. Donc sur un cas qu'on a accompagné avec Laurence, qui est un cas marseillais, hein, donc une entreprise s'appelle Fil Rouge. Fil Rouge, en fait, est peu connu, mais c'est un sous-traitant, et notamment de quelques marques connues, que vous avez sur la liste des clients. Et cette entreprise a une particularité, c'est qu'elle a aujourd'hui à peu près 250 à 300 personnes, pas loin, en partie d'ailleurs issues de l'insertion professionnelle, donc des personnes qui sont accompagnées par des contrats spécifiques et sur lesquels l'entreprise forme. Alors jusqu'à présent, elle formait sur le tas, et depuis quelques mois, elle nous a confié le projet d'accompagner ces nouveaux collaborateurs à travers un dispositif de formation avec de la FEST. Donc là, je laisse Laurence donner quelques éléments sur quels sont les avantages et quels ont été un petit peu les éléments de différenciation de la FEST. Et puis on pourra ouvrir à ce moment-là ensuite la partie plus questions-réponses, et on vous proposera soit de garder le chat, soit de prendre le micro pour la poser directement. Alors, pourquoi on a choisi ce cas-là, c'est parce que on essaye de vous montrer qu'il est possible de faire de la FEST dans un parcours multimodal. Le but de la FEST, c'est vraiment d'aller chercher, je vous l'ai dit, les tâches les plus complexes et celles qui rencontrent le plus de problématiques dans l'apprentissage. C'est-à-dire, quand on met quelqu'un sur son poste, il y a des choses qu'il arrive facilement à faire et d'autres très difficilement à faire. Et donc, nous, ce que l'on essaye de faire dans ces parcours-là qui sont multimodaux, c'est de commencer assez loin du poste par apprendre, par exemple, le maniement d'une machine, etc., etc. Puis après, on introduit en fait les produits de l'entreprise qui ne sont pas des produits vendus. Et puis après, progressivement, on met la personne sur son poste. C'est-à-dire qu'il y a un temps progressif où on apprend les bases, ce qui est nécessaire, ce qui est nécessaire de savoir et de savoir faire avant d'aller sur son poste pour pas être trop en difficulté, on va dire. C'est ce qui sera vu avant et en dehors de la situation de travail. Et progressivement, on va aller sur les tâches les plus complexes, et les plus complexes qu'on ne peut apprendre qu'en travaillant. Et c'est là-dessus que va être on va dire, positionner l'action de formation en situation de travail. Donc ça, c'est le premier point, le caractère un peu multimodal, ce qui fait qu'on peut d'ailleurs former tout en certifiant avec la FEST. Le deuxième point important, c'est que puisque tout a été construit à partir de la situation de travail et du poste, on va mettre l'accent sur les compétences requises pour occuper un poste et pas sur autre chose. Donc, on va gagner en efficacité. Par exemple, ici, les personnes qui sont en insertion et qui ont été positionnées sur leur poste, elles n'ont eu que 15 semaines de formation.
9 semaines en dehors de la formation en situation de travail, et puis 6 semaines en situation de travail. Et donc, elles sont ressorties, on va dire, armées pour pouvoir occuper les postes sans difficulté, sans stress. C'était des machines industrielles très compliquées à prendre en main. Et donc, ça a permis effectivement de réduire un temps de formation qui aurait pu prendre plusieurs mois, enfin, en tout cas plus de temps dans une formation normale. Et puis, évidemment, il y a eu toute une partie accompagnement, c'est-à-dire, au fait, quand on accompagne les formateurs, parce qu'il y a toujours des formateurs dans ce type d'entreprise, puisqu'en fait, il y a du roulement, il y a beaucoup de changements, il y a des changements de produits, etc. Donc, on forme tout le temps et en permanence. Eh bien, l'accompagnement va se faire aussi en situation de travail, c'est-à-dire que la personne qui va encadrer celles qui sont mises en situation de travail, eh bien, elles vont être accompagnées. Alors évidemment, nous les avons accompagnées pour qu'elles puissent, en un sens, accompagner correctement, enfin correctement au sens de la fait, c'est-à-dire en essayant d'abord de sécuriser les postes, parce qu'on va quand même faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident, et puis d'accompagner avec la réflexivité, avec l'autonomie dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Eh bien, on va ouvrir. Sur ce cas, pas de souci. Alors, il y a des questions qui ont été posées. Oui. Alors, moi, je vais prendre un petit peu les questions. Alors, première question là, hein, qu'on avait mis de côté, et vous voyez, on l'a saisie et on y répond. C'était une question sur les financeurs, et notamment sur les aléas, quand j'ai présenté le fait qu'il pouvait y avoir ce qu'on appelle un nombre d'heures estimées prescrites. Alors, 2 types aujourd'hui de financement OPCO. On a des OPCO qui financent ce qu'on appelle les heures stagiaires. Donc, c'est vrai qu'ils vont, eux, financer des heures stagiaires. Sur ces heures stagiaires, on a bien sûr ces modules de formation et notamment cette partie APEST où on a cette particularité des heures estimées prescrites. Donc là, ils vont financer ces heures. Si on a signé un protocole individuel de formation qui est une convention de formation individuelle et qu'on a mis les différents modules qui correspondaient aux différentes activités et situations de travail, elles vont financer, même si à la sortie, on en a fait un petit peu moins. Ça, c'est pas un problème. Par contre, bien sûr, ce qui va être important, c'est qu'amélioration continue. Si vous faites ça pendant des mois et des mois et que vous mettez jamais à jour vos heures de formation prescrites et que vous ajustez pas, peut-être qu'à un certain temps, ils diront, mais attendez, vous mettez 14 heures alors que c'est tout le temps 3 heures. Nous, on n'est pas d'accord, hein. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir ce risque-là. Certains OPCO financent non pas les heures stagiaires, mais ils financent les heures du formateur, hein. Donc, donc ça veut dire que dans le parcours de formation, on va définir combien d'heures formateur sur les différents modules, et l'entreprise va pouvoir bénéficier d'une prise en charge de ces heures formateurs sur un forfait qui est pris en charge par l'OPCO. Donc là, c'est-à-dire que cette partie PIF, ils ne la regardent pas. Ils vont quand même bien sûr demander à ce qu'on formalise et est-ce qu'on conclut un protocole, mais par contre, ce sera les heures formateurs. L'entreprise fera une facture avec ces heures formateurs et elle recevra une indemnité qui correspond à ces heures formateurs. Donc voilà sur cette partie financement. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Il y avait une autre question également qui concernait la partie d'apprentissage, hein. La partie d'apprentissage prend forcément du temps sur l'efficacité de l'apprenant dans le cadre de la production qui est à quantifier. Donc c'est vrai que cette dimension, elle fait partie de la partie de préparation. On va identifier bien sûr quels sont les différents temps, enfin sur telle situation, combien de temps. Un point important aussi, c'est qu'une situation de travail, un apprenant qui est sur un poste, il peut déjà travailler sur des tâches simples, hein. C'est-à-dire que la situation de travail, dans certains cas, ce ne sera pas 100 de son activité. On va identifier, et notamment dans son processus de progression, à quel moment il va commencer par certaines tâches et puis, il va faire d'autres tâches plus tard. Donc ça veut dire qu'il est déjà autonome, surtout si en plus auparavant il est passé par un plateau technique. Où il est monté en compétences. Donc ça veut dire que déjà il y a des choses qu'il sait faire, quand il intègre, et après on va compléter par une montée en compétences et un coaching, enfin en tout cas une réflexivité tout au long. Je sais pas si là-dessus, Laurence, tu as un complément à donner? Oui, ce qu'il faut bien prendre en compte dans le temps pris par l'apprenant, et d'ailleurs le temps pris aussi par le formateur, c'est qu'il y a évidemment ce qu'on a appelé tout à l'heure le séquençage, c'est-à-dire qu'il y a bien des moments où la personne va sortir de son poste déjà pour faire les entretiens réflexifs, où il y aura des temps d'arrêt parce qu'on va observer certaines situations de travail, où il y aura des temps d'arrêt parce qu'on va évaluer certaines situations de travail. Donc en fait, la personne, elle va travailler comme tous les autres salariés de l'entreprise, mais il y aura des moments qui ont été prévus, séquencé, c'est pour ça qu'on parle de séquence, dans laquelle effectivement l'efficacité de la personne sur son poste, elle ne sera pas retenue.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire on va pas le sanctionner parce qu'il n'a pas réussi à produire autant qu'il aurait dû, puisqu'il va sortir de son poste. Donc, c'est pour ça que c'est important de prévoir ce temps, ce qu'on appelle le séquençage, pour bien entendre que la personne, à un moment donné, elle n'est plus sur son poste. Voilà. En tout cas, pour donner un complément, nos clients donc, de fil rouge, lorsqu'ils ont intégré, nos stagiaires, enfin nos stagiaires qui sont devenus leurs salariés. Alors petite information, c'était dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi où on avait 11 stagiaires. Sur les 11 stagiaires, il y en a 9 qui sont restés dans l'entreprise et sur ces 9 effectivement, dès le départ, il y avait des éléments puisqu'ils ont des outils pour mesurer la productivité. Donc, ils ont pu dès le départ mesurer, quelle était la productivité en sortie de formation et de pouvoir mesurer ensuite l'évolution par rapport à leur performance et leur productivité. Il nous reste 8 minutes, donc il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne. Alors, on va simplement vous aurez le support qu'on mettra à vos dispositions, excusez-moi, voilà. Le support qu'on mettra à votre disposition, vous aurez également bien sûr la présentation de nos 12 structures. Ce qui est surtout important pour vous à ce moment-là, c'est d'avoir des éléments qui sont plutôt liés, on va dire, à la partie AFEST. Alors tout à l'heure, il y avait une question qui était: «Est-ce que ça couvre toutes les activités?» Là, vous avez, notamment nos expériences depuis 2019 sur les différents métiers qu'on a accompagnés, aussi bien alors des métiers bien sûr techniques, mais aussi des métiers effectivement, qui le sont moins, comme la partie comptabilité, des agents de cinéma, des commerciaux, hein, commerciaux, la vente, des coachs sportifs. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très, très large, puisque la situation de travail, c'est aussi bien, tiens, si je parle des commerciaux, comment je réalise une découverte, par exemple? Comment je présente la société? Hein, quelqu'un qui rentre dans une société, dans une nouvelle entreprise, comment il fait pour faire une découverte client? Et bien, ça peut être cette tâche-là, peut être accompagnée par, en situation de travail et sur lequel est notamment un point important, tout à l'heure on parlait de la réflexivité, elle peut être bien sûr accompagnée par le tuteur, le formateur ou l'accompagnateur, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut demander, à certains apprenants où on va leur demander cette prise de recul. Hein, c'est-à-dire qu'à la fin d'un entretien commercial, de prendre, quelques minutes pour, s'auto-évaluer, avoir cette prise de recul par rapport aux éléments qu'il a pu avoir, comment il a mis en place et ce qui manquait peut-être, avant d'avoir un échange avec son formateur, terrain ou son coach. Je ne sais pas si là-dessus tu as des points complémentaires là sur, peut-être la partie maroquinerie ou sur d'autres activités? Laurence? Simplement dire qu'effectivement, en fait, on rencontre tous des difficultés sur les postes, quel que soit notre métier, et que la FEST, c'est un moyen, en fait, de mettre un nom sur des problématiques et de trouver des stratégies pour y répondre. Voilà. Et donc, du coup, tous les métiers peuvent être concernés. Je ne vois pas un métier où les choses, évidemment, sauf si on fait des activités très répétitives, sans réfléchir à ce qu'on fait, mais sinon, je ne vois pas. Oui, et puis les thématiques aussi puisqu'on a eu également, je dirais de par nos expériences, dans certains cas, quand on a aujourd'hui des thématiques qui peuvent être, la productivité, la qualité, la sécurité, tiens, l'intégration de jeunes, l'intégration de seniors, l'insertion professionnelle, on s'aperçoit que la FEST est une modalité pédagogique, pardon, qui permet de s'adapter à ces différentes problématiques. Si on a une problématique de qualité en interne, eh bien, on va pouvoir, je dirais, identifier bien sûr, quel va être le mode opératoire ou quel process, quelles vont être les différentes étapes qu'on doit transmettre et puis on va plutôt que de faire une formation classique, on pourra tout à fait, proposer ça dans le cadre de situation de travail où on va impliquer tout le monde aussi sur une dimension de réflexivité. Donc ça, c'est un élément qui peut être vraiment, très, très intéressant. Une Alors, on question, a est-ce que oui, la vas-y. permet de réduire les accidents de travail? Y a-t-il de meilleurs résultats avec cette méthode? Alors, il y a 2 choses moi je verrais deux points. Premier point, les formations réglementaires restent obligatoires et hors Oui, AFEST, premièrement. oui. Et deuxièmement, oui, il peut y avoir, un moyen de réduire les accidents de travail puisque précisément, il y a un diagnostic qui est fait et en même temps, ça c'est quelque chose, on n'a pas eu le temps de parler, mais en même temps qu'on fait l'analyse de poste, eh bien, on met en avant l'écart entre le prescrit et le réel. Et c'est cet écart sur lequel on travaille. Et donc, du coup, peut-être on permet d'améliorer les process, de mieux les prendre en compte et de faire en sorte que les personnes les appliquent mieux aussi parce qu'elles les ont mieux compris.
N'oublions pas aussi le fait que ce soit transmis, par un accompagnateur qui est expérimenté. L'intérêt, c'est qu'on va sélectionner des formateurs, qui sont des formateurs experts, du geste ou du process, hein. Si on doit effectivement transmettre certains process, et bien on va transmettre effectivement, grâce à des formateurs qui maîtrisent bien et qui vont donner, je dirais, des informations pratiques sur des aspects d'accident. Donc c'est vrai que là, alors on n'a pas eu, sur la partie accident, je sais qu'on a identifié, auprès de certains, partenaires, des axes sur lesquels, ils avaient cette problématique et sur lequel ils avaient, en tout cas, ils ont le projet de développer. Je parle notamment d'un industriel de la région lyonnaise, où ils souhaitent effectivement, développer la FEST pour réduire ce genre d'accident. Ça peut être un besoin. Ça, c'est un besoin Ouais, qu'on analyse dans le diagnostic. ouais. Qualité de vie au travail, sécurité et cetera. 2 points importants également, les formations, quand vous avez sur la partie droite de l'écran la dimension, certification. Donc, nous aujourd'hui, voilà, on a les certifications AFEST, on est jury sur les dimensions, enfin sur les certifications AFEST également. Les formations, il y a aussi une possibilité, les formations de formateurs peuvent être aussi certifiantes puisqu'aujourd'hui, on a un partenariat, en tout cas on a un agrément auprès du ministère du Travail pour la passation, pour le passage, la préparation de la certification, d'une certification qui s'appelle MATU, maître d'apprentissage et tuteur. Donc également quelque chose qui peut être intéressant, en termes de professionnalisation. On parlait tout à l'heure de désigner, de professionnaliser des formateurs et ces formateurs, c'est aussi intéressant de leur donner aussi, pourquoi pas des formations et des certifications. N'oublions pas, hein, qu'on a une réforme sur la retraite qui est passée il y a peu de temps et aujourd'hui on a peut-être des personnes qui sont expérimentées, mais qui ne sont pas formateurs et peut-être que dans certaines entreprises, on a possibilité d'aménagement de poste avec, des personnes qui peuvent devenir des formateurs sur une partie de leur emploi du temps, ce qui est un élément de reconnaissance très, très important. 2 minutes, on va aller très, très vite. Petite information, on a créé un site qui s'appelle lafest.fr où vous retrouvez, bien sûr, notre offre de prestations puisqu'on a une offre à tiroir qui va de l'audit jusqu'à l'externalisation et la partie, assistance, mais, avec des formations et cetera. Et sur ce site, vous avez également un blog, hein, c'est surtout ça que je vais vous mettre en avant, un blog avec des ressources, avec des articles, avec des conseils. Donc vous avez une trentaine, d'articles sur, l'ensemble des conseils, sur, aussi bien l'analyse pratique du travail, au niveau, de la formation des formateurs, du référent et cetera. L'insertion récemment, puisqu'on a pas mal d'expérience là sur ces derniers mois sur l'insertion professionnelle. On vient de lancer d'ailleurs avec Laurence un projet très important où, chaque mois on forme 10 personnes dans une structure, également du côté de Marseille. On est très marseillais en ce moment, donc du côté de Marseille sur l'insertion professionnelle. Donc avec 10 personnes qu'on forme également là, tous les mois sur plusieurs mois. Dernière étape, prochaine étape pour vous, certains d'entre vous sont au début, ils ont peut-être besoin, vous savez, cette étape 2 qui est donc la partie faisabilité. N'hésitez pas, vous avez la possibilité sur notre site de vous inscrire sur ce qu'on appelle chez nous le Diag AFEST Agile, c'est-à-dire bénéficier en 1 heure d'un point sur, aujourd'hui vos pratiques de formation et puis de mesurer l'écart, et la faisabilité entre, votre formation interne, si vous avez aujourd'hui de la formation interne déjà, donc c'est déjà un bon point et puis bien sûr, ce qu'il faudrait faire comme action pour passer en tout cas la faire homologuer, et devenir effectivement, centre de formation AFEST. Donc ça, c'est également un point important. Je ne sais pas si là-dessus, Laurence, tu as un complément? Il y a une question. Combien de temps durent Oui. les formations de formateurs? Donc là, tout dépend de vos besoins. Si vous voulez certifier ou pas cette formation, et effectivement, si vous voulez simplement une sensibilisation, si vous voulez un accompagnement, si vous voulez que de la Mmh. théorie, tout ça, en général, c'est entre 3 et 5 jours. Oui, un peu moins d'ailleurs pour des personnes qui ont déjà si on a déjà des formateurs, formés, mais qui ont besoin, de travailler la partie plus AFEST, on peut même à partir Ah de oui. 2 jours, 14 heures, voilà, c'est des choses qui permettent, mais c'est même alors on propose également, on parlait tout à l'heure de positionnement, il y a toujours un positionnement qui est proposé avant pour savoir, voilà, d'où on part et ensuite on propose des formations sur mesure, qui tiennent compte de l'expérience également des formateurs. Ou de la mise en place d'une première expérimentation. On accompagne sur la mise en Oui, place d'une première expérimentation. oui. Allez, il nous reste 1 minute pour conclure,
sur 7 minutes, ce que j'aimerais, je laisserai la parole à Laurence pour conclure, elle aura le mot de la fin. Simplement, alors vous allez recevoir, puisque c'est moi qui vais m'en charger, déjà on vous remercie pour cette participation. Alors ça fait quelques mois qu'on souhaite lancer ces webinaires. On va en faire tous les mois, hein. Le prochain est prévu le 10 novembre et en fait, on va travailler alors plutôt que de webinaires, j'appelle ça moi plutôt des ateliers pratiques et l'objectif, ça va être de vous proposer, certains d'ailleurs d'entre vous se sont inscrits sur le premier atelier, donc le mois prochain qui est consacré à l'analyse pratique du travail, hein, comment on analyse puisque c'est vraiment la fondation, je dirais, de la FEST. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, vous inscrire. On attend aussi de vous, si vous le souhaitez, vous aurez un sondage qui partira la semaine prochaine. Si vous avez des thématiques, des choses qui sont venues à travers notre présentation et vous avez envie, pourquoi pas, ça peut être une thématique sur laquelle on peut vous accompagner, en tout cas accompagner par rapport à des webinaires, n'hésitez pas à nous les remonter. Donc voilà, dans une démarche de qualité également sur nos webinaires, vous aurez dans ce mail, un lien bien sûr et un petit sondage qui nous permettra d'avoir vos retours sur ce que vous avez apprécié, ce qu'on devrait améliorer au niveau de nos webinaires. Et donc, voilà, quelques idées aussi à nous donner si vous avez des thématiques qui vous semblent intéressantes à mettre dans nos différents programmes. Écoute, Laurence, 11h, midi 32. On n'a pas donné la parole à tous ceux qui sont là avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelque chose est-ce que vous avez, enfin, je sais pas, un mot qui permet de résumer ce que vous avez entendu aujourd'hui et l'impression que ça vous donne? Par chat ou en direct, un petit adjectif pour qualifier, comment vous qualifiez ce webinaire? Ah, on a Elisa. Informatif, la mise en œuvre me paraît complexe. Découverte bénéfique, produire en se formant. Alors c'est vrai que là, on était sur une première approche, hein, vous avez eu pas mal de concepts, en tout cas d'étapes, hein, ce qui sera intéressant. Alors, ça pourrait être intéressant d'ailleurs, tiens, par rapport à ce que dit Elisa sur la mise en œuvre complexe, peut-être de prévoir un futur atelier sur, on rentre un peu plus dans le détail, sur vraiment la mise en œuvre. On peut faire un focus, voilà, parce que là, c'est vrai que vous avez tout appris en 1 heure. En tout cas, vous avez le panorama avec les points d'attention. Donc en tout cas, nous, on vous remercie avec Laurence pour cette participation. Donc vous aurez un lien la semaine prochaine que je vous enverrai donc avec mon adresse. Là, vous avez déjà reçu quelques mails de ma part, hein, pour l'organisation de ce webinaire. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, donc ce serait sympa d'avoir un petit retour, comme ça nous permettra également de nous améliorer, hein, puisque ça faisait quelques années pour moi que j'avais pas fait de webinaire, hein. J'en ai fait beaucoup à une période et puis là on était plutôt sur la démarche directe depuis quelques mois, donc c'est bien effectivement maintenant d'être sur de l'hybride. Donc voilà, donc merci en tout cas pour vos retours et votre participation. Laurence, je te laisse le mot de la fin. Mot de la fin. En tout cas, on vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Si vous voulez qu'on traite de choses très particulières dans vos problématiques à vous, n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous souhaite une très, très bonne fin de journée. Merci à vous. Bonne journée à vous. Bon week-end.